Alors en manchette aujourd'hui, rencontre avec Sylvain Gaudreau, candidat à la chefferie du PQ et la clinique de dépistage mobile de la COVID à Joliette demain. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 1er septembre. Alors nous débutons aujourd'hui notre série de rencontres avec les candidats à la chefferie du Parti québécois. On se souviendra que la circonscription de Berthier a longtemps élu des députés péquistes. Le parti a encore des racines dans la région et l'élection d'un nouveau chef le 9 octobre pourrait redonner de l'élan à ce parti. C'est donc, entre autres, dans ce contexte que nous vous présentons ces rencontres. Nous avons reçu dans notre studio hier le candidat Sylvain Gaudreau. Il s'est arrêté à Berthier alors qu'il se rendait à la rencontre de militants à l'Assomption en fin d'après-midi. Alors voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors nous recevons aujourd'hui en studio un des 4 candidats dans la course à la chefferie du Parti québécois, M. Sylvain Gaudreau. Bonjour M. Gaudreau. Bonjour. Alors, l'identité du nouveau chef sera connue le 9 octobre et le vote se tiendra du 5 au 9 octobre. Sylvain Gaudreau, il a notamment été ministre des Transports et des Affaires municipales dans le gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Il est présentement député de la circonscription de Jonquière au Saguenay, circonscription qu'il détient pour le Parti québécois depuis 2007. C'est bien ça? Exact. Alors, M. Gaudreau affrontera dans cette course Paul Saint-Pierre Plamondon, Guy Nantel et Frédéric Bastien. D'abord, M. Gaudreau, à quel moment avez-vous commencé à songer à devenir chef de votre formation politique? Est-ce que c'est un vieux rêve que vous aviez en votre fort intérieur depuis très longtemps? En fait, moi, le rêve que j'ai, c'est de faire du Québec un pays. Mon rêve, c'est aussi de m'engager en politique pour changer le monde qui m'entoure. Et c'est sûr qu'après l'élection de 2018, qui a été très difficile pour le Parti québécois, là, il y a des gens qui ont commencé à m'interpeller. « Sylvain, tu devrais penser à la course, à la direction. » Alors, j'ai entamé une réflexion d'1 an qui s'est terminée au congrès extraordinaire du Parti en novembre 2019. Et là, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi parce que le Parti prenait une direction qui rejoignait mes valeurs. Qui renforçait même mes valeurs. Et là, j'ai dit, ben oui, j'ai le goût de plonger. Donc, c'est à ce moment-là. Vous n'y aviez jamais pensé avant? Non, parce que moi, je me suis toujours considéré comme un gars d'équipe qui joue en équipe. Puis c'est ce que j'ai le goût de faire comme chef, c'est-à-dire que mon leadership sera un leadership pour faire de la place à l'équipe et me laisser influencer aussi par des gens qui seront dans une équipe pour avoir les meilleures idées. Alors moi, je pense que le Parti québécois est rendu à une étape où on a besoin d'avoir de la stabilité. On a eu beaucoup de changements dans les dernières années, des hauts et des bas, plusieurs chefs. Alors là, on a besoin d'avoir un chef qui va assurer une stabilité parce qu'on sait qu'il est là dans le parti depuis longtemps. Moi, je suis également à l'Assemblée nationale. J'ai toujours livré la marchandise. J'ai jamais fait défection au Parti québécois. Et je pense que c'est de ça que le parti a besoin à ce moment-ci. Et outre ce que vous avez déjà mentionné, pourquoi est-ce que les militants devraient vous choisir? Bien, les militants devraient me choisir parce que je suis profondément indépendantiste. Pour moi, la question de l'indépendance du Québec est plus actuelle que jamais, elle est plus contemporaine que jamais. La première raison de mon engagement politique, c'est l'indépendance du Québec. Les 2 autres piliers de mon engagement politique, c'est la lutte pour la justice sociale, donc diminuer les inégalités sociales, que ce soit en éducation, sur la richesse, etc. Et 3e pilier, et je sais que dans une région comme la grande région de Berthier, la Naudière, c'est important, c'est la lutte contre la crise climatique. Donc, par exemple, vous avez fait une bataille incroyable dans la région ici contre le pipeline d'Énergie Est, et c'est très, très inspirant pour moi, dans une région comme ici, mais ça m'inspire dans mon travail à l'échelle du Québec, d'être résolument engagé contre la crise climatique. Alors, je pense que ces valeurs-là, ce sont des valeurs de cohérence, des valeurs de courage également, et je pense que c'est ce que le Parti québécois a besoin, puis je pense que c'est ce que nous devons également présenter aux Québécois. Pour plusieurs, vous êtes vu comme le candidat de l'establishment. Vous avez parlé tantôt de continuité. Ça peut vous avantager d'être vu comme le candidat de la continuité, de l'establishment
près d'une partie des membres, mais ça peut aussi vous nuire par rapport à d'autres membres et surtout là, au moment de voter. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui peuvent se demander si vous pouvez vraiment incarner le renouvellement du PQ? Bien, moi, je ne vois pas ça comme... pour moi, l'establishment, là, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Parce que je dois vous dire, je regarde mes adversaires, ils ont beaucoup d'appui de gens qui sont dans le parti depuis longtemps, puis c'est correct. Alors, moi, je ne m'identifie pas comme quelqu'un de l'establishment. Puis je pense que les gens qui me connaissent vont pouvoir vous le dire. Je pense à André Villeneuve, qui était député d'Ambertier, qui est un de mes amis. Moi, je suis un militant. Oui. Et j'ai pris ma carte de membre, j'avais 17 ans, j'étais étudiant au cégep. J'ai toujours été présent. J'ai tout fait. J'ai posé des affiches, j'ai vendu des cartes de membre, j'ai fait du financement. Ça, c'est pas être de l'establishment. C'est être constant, c'est être loyal, c'est avoir des convictions. Alors moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de travailler. Puis en même temps, j'ai toujours été capable d'être un précurseur à l'intérieur du parti. On parlait tantôt de changement climatique. Toutes les propositions les plus fortes en matière d'environnement, c'est moi qui les ai amenées à l'intérieur du parti. J'ai fait adopter, quand j'étais ministre, la loi cadre sur l'économie sociale, qui est une mesure progressiste. Donc, moi, je ne me vois pas comme quelqu'un du statu quo, mais je me vois comme un militant qui a toujours poussé la machine et le parti plus loin. Au niveau des appuis, dans le caucus, pour l'instant, vous avez l'appui des députés Joël Arsenault, Mégane Perry-Melançon et Lorraine Richard. Madame Richard, là, qui est députée de Duplessis sur la Côte-Nord, qui n'est pas reconnue pour avoir la langue à sa poche, elle aurait même dit « Je vais me fier aux militants et j'aviserai si ce n'est pas Sylvain Gaudreault qui est élu chef du parti. » C'est un peu problématique, un appui comme ça, là. Elle a un peu laissé sous-entendre qu'elle pourrait quitter si vous ne gagnez pas la course, là. Bien, je connais bien Lorraine. Elle a reprécisé sa pensée par après à Radio-Canada, je pense que c'est dans sa région. Je pense que le principal message que Lorraine a voulu livrer, c'est que pour elle, d'être députée à l'Assemblée nationale et d'être chef, pour elle, c'est un argument qui a du poids. C'est un argument qui est important. Et je pense qu'effectivement, c'est un argument important parce que le lendemain de mon élection comme chef, moi, je vais pouvoir me lever à l'Assemblée nationale, regarder M. François Legault et lui dire « Le Parti québécois est de retour ». Alors, je pense que c'est ça, le message essentiel qu'elle a voulu livrer. Puis si on écoute sa conférence de presse, c'est vraiment ça. Elle dit, pour moi, Sylvain est le mieux placé parce qu'il est chef, parce qu'il est déjà, c'est-à-dire député à l'Assemblée nationale, et chef et député, bien, il va pouvoir faire le travail à temps plein. Il ne sera pas un demi-chef, il va être un chef à temps plein. Et c'est ce que Lorraine a voulu exprimer. Puis elle me connaît très bien parce qu'on a défendu de nombreux dossiers ensemble. Et on la connaît, puis je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui défend sans réserve, avec énergie, sa circonscription, puis elle est entière. Mais en même temps, c'est un peu problématique dans la mesure où, depuis l'élection du PQ, vous avez déjà perdu une députée, la députée de Marie-Victorin. Lorraine Richard, moi, pour avoir été journaliste sur la Côte-Nord, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'elle ne se représentera probablement pas. Et j'ai même déjà entendu François Legault, en conférence de presse sur la Côte-Nord, dire qu'elle serait bienvenue à la CAQ. Oui, M. Legault ouvre la porte de son parti à tous les députés. Oui. Moi, je ne peux pas vous répondre sur l'avenir politique personnel de Lorraine Richard. Elle est la seule à pouvoir vous répondre là-dessus. Oui. Moi, je serais extrêmement heureux qu'elle continue avec moi comme chef du parti, qu'elle se représente parce que c'est un pilier incroyable dans ce parti. Puis elle est un pilier pour la Côte-Nord. Alors, mais je ne peux pas répondre pour elle. Alors, c'est sa décision éventuelle. Maintenant, pour ce qui est des rumeurs de transfuge ou quoi que ce soit, M. Legault aime beaucoup jouer là-dessus. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que les députés et les membres du Parti québécois qui sont militants sont des gens de cœur, des gens profondément enracinés, des gens qui veulent continuer de militer au Parti québécois. Au niveau des appuis, aujourd'hui, on a appris que Louise Beaudoin, l'ancienne ministre péquiste, appuyait votre rival, Paul Saint-Pierre Plamondon. Elle dit que le PQ est dans une position précaire et que ce serait, selon elle, le mieux placé pour faire le pont avec la nouvelle génération. C'est quelque chose qui est encore là. Bien, moi, je pourrais vous parler de tous les appuis que j'ai également. En passant, je connais bien Mme Beaudoin, mais elle aussi, elle représente une certaine tradition à l'intérieur du Parti québécois. Fait que si on veut commencer à discuter, entre autres, de l'establishment dont vous souleviez tout à l'heure la question, ben, on pourrait la regarder de ce bord-là aussi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je peux vous dire, par exemple, et vous êtes le premier à qui je le dis, c'est que je viens d'obtenir l'appui de militants de l'exécutif de la circonscription de Prévost. Donc, l'exécutif au complet
a annoncé qu'il m'appuyait comme candidat. Et la circonscription de Prévost, c'est là où s'est présenté M. Saint-Pierre Plamondon en 2018. Alors moi, vous savez, j'aime bien avoir des appuis de tout le monde, mais les appuis qui sont significatifs, qui sont importants, sont les appuis des militants qui, eux, font le travail de terrain, qui, eux, votent. Et je pense que là-dessus, j'ai des très bons appuis. Votre rival, Frédéric Bastien, vous disiez tantôt que vous avez une formation aussi en histoire, c'est aussi un historien. C'est quelqu'un quand même qui amène des questions intéressantes dans la course, notamment là, à propos de l'impact sur le Québec, de l'interprétation de la Charte des droits et libertés du père Trudeau par les juges de la Cour suprême. Ça, est-ce que... Bien, je pense qu'il amène un élément tout à fait essentiel que je partage. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Bastien, c'est qu'il en fait l'essentiel de sa bataille dans un éventuel premier gouvernement du Parti québécois. Alors pour moi, ça représente une 4e chance au fédéralisme. Après Lac-Meach, après Charlottetown, après même les promesses de Trudeau après le référendum de 80. Donc c'est une 4e chance au fédéralisme. Moi, je ne veux pas faire cette 4e chance au fédéralisme. Je ne veux pas donner, c'est-à-dire cette 4e chance au fédéralisme. Là où je trouve le volet intéressant dans ce qu'amène M. Bastien, c'est de forcer des négociations constitutionnelles. Et moi, c'est ce que j'entends faire, en étant justement déjà à l'Assemblée nationale, c'est de pousser M. Legault au bout de son nationalisme. M. Legault fait des revendications pour le Québec en matière d'environnement. Ouais. Il en a fait à plusieurs reprises pour le port de Québec, sur la question de la taxe carbone. Alors moi, je veux prendre mot à mot M. Legault et mettre ça dans une motion pour dire, êtes-vous d'accord avec votre propre parole, M. Legault? Et si oui, normalement ça devrait être ça, on va demander au gouvernement canadien formellement de nous donner tous les pouvoirs en matière d'environnement. Puis ça, on est capable de le faire dès maintenant. Alors, c'est ce que je veux faire. Et moi, j'ai la profonde conviction que plus les Québécois vont avoir des espaces de liberté, plus de pouvoir, mais plus ils vont en vouloir. Ça s'appelle l'indépendance. Alors là, je suis à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois forme la 3e opposition. On va se servir des outils qu'on a, dont ceux-ci, pour faire avancer la logique d'une plus grande liberté, d'un plus grand contrôle de notre destinée. Un petit mot sur votre autre rival, Guy Nantel. Il a beaucoup d'humour, de notoriété. Qu'est-ce qui l'amène à la course actuelle, à part de l'attention médiatique? Bien, moi, je trouve ça rafraîchissant, honnêtement. Là. Vous savez, le Parti québécois, pour plusieurs, ne semble pas intéressant. T'sais, on est le troisième parti d'opposition. On a fait 17 % aux élections en 2018. Mais M. Nantel dit, moi, je suis prêt à faire le saut en politique et c'est pour l'indépendance et avec le Parti québécois que je choisis de militer. Alors pour moi, ça, c'est un apport important. Je pense que le saut est rapide pour devenir chef tout de suite de cette grande formation. Il faut connaître le fonctionnement du parti, mais il reste que la porte est ouverte. M. Parizeau disait que le dernier entré dans le mouvement souverainiste laisse la porte ouverte. Alors, c'est ça, moi, je suis dans cet esprit-là. Oui. Alors, si M. Nantel veut se joindre au groupe et plaider avec toute sa verve et son franc-parler et sa notoriété pour l'indépendance du Québec, bien, tant mieux, ça nous fait tout un porte-parole. Vous avez eu de bons mots pour vos adversaires et pourtant, vous avez comparé vos adversaires dans la course à Donald Trump en matière d'immigration. Avec du recul, là, vous regrettez d'avoir fait une comparaison aussi caricaturale? Ça, c'est faux. Je vous invite à aller écouter la vidéo où je fais ce discours et je réponds à une question sur l'immigration. Et là, je dis que mes adversaires fixent des chiffres ou des seuils d'immigration. La citation ici. Oui, c'est ça, mais justement, parce que c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... Voulez-vous que je la lise? Oui, vous pouvez la lire. Vous dites, c'est pas vrai qu'on va s'improviser en sortant un chiffre d'une boîte de céréales comme une surprise, puis dire, ça va être ça. Ça, c'est la politique de Donald Trump. Moi, je fais de la politique de façon beaucoup plus sérieuse que ça. Exact, mais je n'ai pas comparé Paul Saint-Pierre Plamondon ou ça Frédéric laissait Bastien. Quand même sous-entendre. Ce que je dis, c'est que de prendre des décisions en matière d'affaires publiques, d'administration publique sur un enjeu aussi sensible que l'immigration, alors que les immigrants ne sont pas des chiffres, quand on y va sur des présupposés où on prend des chiffres un peu partout, ça ne correspond pas à un leadership du 20e siècle. Et c'est ce qui conduit à des populistes à la hauteur de Trump de prendre la place qu'ils ont présentement. Alors moi, ce que je dis,
C'est que pour éviter des dérapages comme ça, donnons-nous les moyens d'avoir les bonnes réponses. Le vrai leadership dans les années 2020 et suivants, c'est de permettre aux élus d'avoir les bonnes données et de prendre des chiffres dans l'intérêt collectif, de prendre des décisions dans l'intérêt collectif et de prendre des décisions en fonction des finances publiques et en fonction de l'intérêt collectif des Québécois et des Québécoises. Si on commence à prendre des décisions sur la base d'informations qui font notre affaire, c'est là qu'on tombe dans des dérives. Et moi, je ne veux pas ça. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont des Trump. Ça, c'est mes adversaires qui aiment bien faire cet amalgame, l'espèce de pont là, qui n'existe pas. Ce que je dis, c'est que si on ne fait pas attention, ça va conduire à ça. Pour l'avenir du français, justement, au Québec, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, justement, de réduire le nombre d'immigrants par année pour mieux les intégrer, mieux les franciser et peut-être choisir davantage de personnes qui parlent français avant même d'arriver en sol québécois? Pour moi, la vraie question, et vous venez de le nommer, c'est la francisation. Oui. C'est les moyens, c'est les ressources pour la francisation. Alors, il ne faut pas prendre le problème à l'envers en disant « je vais sortir un chiffre de n'importe où ». Et il y a aussi, à travers ça, l'enjeu démographique. Vous savez que le poids du Québec à l'intérieur du Canada diminue et continue de diminuer. Et malheureusement, on a un taux de natalité faible, très faible. Donc, on a besoin de la part de l'immigration pour garder notre poids démographique, mais aussi pour occuper nos emplois, pour être partout dans les régions à travers le Québec. Mais le vrai enjeu, ce n'est pas de dire que les immigrants sont un chiffre, c'est de dire qu'on va franciser les immigrants. Et là-dessus, j'ai fait des propositions très fortes. C'est moi qui est allé le plus loin en disant on va s'assurer d'une maîtrise de la langue française avant même leur arrivée au Québec, comme ça se fait dans d'autres pays à travers le monde. Donc, une maîtrise, pas juste une capacité de lire un peu ou de parler un peu, mais une maîtrise du français. Puis l'autre élément que j'ai annoncé également, c'est une véritable régionalisation. Et le troisième élément, c'est de recréer les centres d'orientation et de formation des immigrants, ce qu'on appelait avant les COFI. Ça, je pense qu'il en faut partout à travers le Québec, dans Berthier, ailleurs, pour permettre cet échange et surtout la découverte de la culture québécoise dans des centres qui sont établis sur le territoire. Alors ça, pour moi, c'est une politique qui est forte, une politique qui est humaniste, une politique qui est accueillante. Moi, je ne veux pas être un chef du Parti québécois qui va avoir un discours hostile envers l'immigration. Moi, je crois que la vraie clé, c'est la francisation et je souhaite construire le Québec de demain et le pays du Québec avec la part de tout le monde pour faire un pays fort, un pays riche, un pays généreux, un pays enthousiaste. Mais dans les dernières années, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées et ont commencé à travailler avec un français très pauvre. Et puis ensuite, au bout de 5-6 ans, on les retrouve et le français est encore très pauvre. C'est ça. Donc, la clé, c'est la francisation. La clé, c'est la francisation. C'est pour ça que moi, j'ai proposé, tantôt vous faisiez référence à ma citation sur Donald Trump, c'est que j'ai proposé d'avoir un observatoire indépendant qui va nous faire des scénarios auprès du gouvernement en disant scénario A, tant d'immigrants, tant de ressources pour la francisation. Scénario B, scénario C. Et là, le gouvernement va pouvoir faire réellement un débat transparent, ouvert, à l'Assemblée nationale, dans l'espace public. Il va pouvoir choisir un des 3 scénarios ou même, à la limite, dire c'est ni A, ni B, ni C, ça va être le scénario X. Mais le débat aura été fait sur la base de chiffres, pas sur la base de stéréotypes ou, par exemple, Frédéric Bastien qui dit « Ah, moi, je veux revenir aux chiffres dans le temps de Lucien Bouchard. » Mais c'est parce que Lucien Bouchard, là, ça fait 20 ans qu'il n'est plus premier ministre. Donc, la réalité du Québec a changé. Là. Et des comparaisons avec d'autres pays, on peut aller en chercher partout. Puis à ce moment-là, ça mélange tout le monde. Alors moi, je veux avoir les chiffres réels, les données réelles qui seront basées sur les ressources qu'on doit allouer pour réussir le vrai défi qui est celui de la francisation. Alors, nous vous présenterons la suite de cette entrevue au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 762 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise et aujourd'hui 122 nouveaux cas. En ce moment, au Québec, il y aurait 110 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 20 se retrouvent aux soins intensifs. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 858 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise, soit 3 de plus qu'hier. Et si on regarde un peu le portrait
dans la région de la Naudière, la répartition des cas actifs, la MRC d'Autrey aurait 26 cas considérés comme actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades, ce qui place désormais la MRC d'Autrey au 3e rang dans la Naudière. En termes de cas actifs, par comparaison, la MRC de Joliette est en tête avec 39, celle de l'Assomption en deuxième avec 32, celle des Moulins en a 29, Matawini 6 et Montcalm 5. Et bien sûr, un outil important dans la lutte à la COVID pour éviter une explosion du nombre de cas et que le système de santé se retrouve débordé, c'est le dépistage. Et la clinique de dépistage mobile sera demain, le 2 septembre, à Joliette. Vous pouvez vous y présenter sans rendez-vous, muni de votre carte d'assurance maladie et avec votre couvre-visage, bien sûr, de 10h30 à 16h. Et la clinique sera au centre récréatif Marcel Bonin. Et cette aréna, eh bien, elle se trouve au 265 rue Lajoie à Joliette. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 1er septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Sylvie Anctil, tandis que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un très joyeux anniversaire à Manon Parent. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Affaires judiciaires maintenant. Importante perquisition à Sainte-Béatrix. C'est à la suite du travail effectué par l'équipe des enquêtes de la Sûreté du Québec, la MRC d'Autrey, assistée d'enquêteurs des MRC de Montcalm et de Matawini, qu'il y a une perquisition qui a été menée vendredi dernier sur le rang Gravel à Sainte-Béatrix. Et sur place, il y a 4 hommes âgés respectivement de 21, 24, 25 et 26 ans qui ont été arrêtés. Il y a des véhicules dont des motomarines, des VTT, des motocross, des motoneiges, des roulottes et divers autres objets qui ont été saisis. Les véhicules et objets saisis seraient reliés à 7 dossiers de vol commis dans la Naudière et à Montréal et les suspects ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures. Il y a des accusations qui pourraient être portées à une date ultérieure. Emploi et programmes aidant à la réinsertion sur le marché du travail. Maintenant, on vous rappelle qu'il reste quelques places disponibles pour la nouvelle cohorte du programme Déclic Action du groupe Déclic de Berthierville. Déclic Action, là, ça accompagne les personnes afin qu'ils effectuent un retour sur le marché du travail. Et depuis 18 ans, il y a près de 400 personnes qui ont participé à ce programme. Ils ont pu élaborer un plan d'action, trouver un emploi et même faire un retour sur les bancs d'école. Et le programme, il est offert gratuitement. Il dure 14 semaines et il aide les participants à découvrir leurs compétences et leurs intérêts. Et le programme il est offert en collaboration avec Service Québec, la Naudière. La période d'inscription, vous l'aurez compris, elle est débutée, la cohorte aussi, mais il est encore temps de s'y joindre. La cohorte se poursuivra leurs activités là jusqu'au 19 novembre. Alors, si vous voulez vous inscrire ou avoir des informations, vous pouvez communiquer avec Michel Colette au 450-836-1079, le poste 8. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente.
Monsieur Évariste, Présent. Madame Karine, Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Au CHUM de Montréal, le 19 août, à l'âge de 28 ans et 10 mois, est décédée Marie-Pierre Brissette, fille de Richard Brissette et de Linda Adam. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa cousine Caroline Brissette, son amie Vicky Croussette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 6 septembre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 641 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra sur place un hommage à la chapelle à compter de 14 heures. Et les cendres de Marie-Pierre seront ensuite déposées au columbarium du complexe. Au CHLD de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Laurent Lavallée, conjoint de Lise Lefebvre, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lui a précédé son frère Régent et sa sœur Marie-Paul. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal et sa conjointe Manon Baudouin, Nicolas et sa conjointe Catherine Chenevert, Sébastien et sa conjointe Léla Bassu-Moglu, j'espère que je prononce bien, ses petits-enfants Colin, Flavie, Priscilla, Tiffany et Camille, de même que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, André Lavallée et sa conjointe Marie-France Henry, Marc Lavallée et sa conjointe Lucienne Arnois, Jean-Claude Lavallée et sa conjointe Sylvie Plante, François Lavallée et sa conjointe Nicole Cyr, France Lavallée et Sylvie Lelièvre, de même que ses belles-filles, Manon et son conjoint Patrick, Marie-Ève et son conjoint Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le vendredi 11 septembre de 14 à 17 h et de 19 à 22 h, ainsi que le samedi 12 dès 9 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivront les funérailles à 11 h en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et M. Lavallée sera ensuite inhumé au cimetière de Berthier. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies à une température de 21 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, ce sera nuageux avec des orages dispersés. La probabilité est de 40 % et un mercure de 19 degrés. Mercredi matin, de nouveau nuageux avec des orages dispersés, mais la probabilité monte à 70 % et le mercure, lui, grimpe à 20. Mercredi après-midi, nuageux et là, 100 % de probabilité de pluie et d'orage. Alors, n'oubliez pas votre imperméable et le mercure prévu est de 23 degrés Celsius. Et en soirée, eh bien, oui, encore de la pluie au menu. Alors, demain, c'est vraiment une journée parapluie et imperméable. Cela dit, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.